dernier épisode aujourd'hui dans la série de vidéos consacrées à la notion de produit intérieur brut. Alors une vidéo qui ne sera pas, contrairement aux vidéos précédentes, consacrée spécifiquement à la notion de PIB, mais plutôt à d'autres indicateurs peut-être plus précis, plus performants que celui de PIB, et notamment l'IDH. L'objectif de la vidéo sera de savoir expliquer l'intérêt et les principes de construction de l'IDH, mais aussi, objectif secondaire, de savoir exposer d'autres indicateurs alternatifs au bien-être. Les notions principalement mobilisées seront celles donc de PIB, de soutenabilité et bien sûr d'IDH. Alors, si on fait un retour rapide sur la vidéo précédente, on a mis en évidence dans cette vidéo l'intérêt du PIB, mais aussi et surtout les limites de cet indicateur de bien-être. Alors, pour comprendre ces limites, il faut revenir un petit peu en arrière et voir dans quel contexte cette notion de PIB a été imaginée. Donc, elle a été introduite dans les années 30 par un économiste américain qui s'appelait Simon Kuznets. Et il s'avère que apprécier l'évolution du PIB en volume, c'est un indicateur qui est assez bien adapté pour rendre compte de la progression des richesses matérielles dans le cadre d'économies en développement ou en reconstruction. Donc je vous renvoie sur cette question aux accords de Bretton Woods qui ont été signés en 1944, des accords qui entérinent finalement la notion de PIB comme principal indicateur de progrès économiques et sociaux. Un indicateur qui a été largement mobilisé au moment des Trente Glorieuses, 45-75, pour apprécier l'évolution de la richesse. Alors évidemment, cette notion, elle perd en pertinence lorsqu'on veut affiner, préciser la mesure du bien-être collectif. Alors l'IDH, c'est un indicateur de bien-être en réalité qui va être complémentaire au PIB. Donc l'IDH, c'est l'indice, on parle aussi parfois d'indicateur de développement humain. Alors pour comprendre la philosophie de cet IDH, on peut revenir aux origines de la science économique à travers un des premiers économistes, peut-être le premier économiste moderne, qui s'appelle Adam Smith, qui a écrit un livre qu'il a rendu célèbre, Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Alors ce qui est intéressant dans le titre de ce livre, ce sont les termes de nature et de cause. Concernant les causes de la richesse, la notion de PIB permet de les expliquer. On est riche parce qu'on a des salaires importants, on est riche parce qu'on a des profits élevés. Bref, la richesse repose exclusivement sur notre capacité à avoir des revenus élevés. Plus intéressante est la question de la nature de la richesse. C'est une question qui, historiquement, a été finalement assez peu posée. Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'être riche ? Une réponse intéressante à cette question nous est donnée par un économiste indien, Amartya Sen, qui a eu accessoirement le prix Nobel d'économie en 1998. Pour lui, être riche, c'est être capable, c'est ça le mot important, de choisir sa vie parmi différentes possibilités. En fait, pour lui, la richesse, c'est la liberté. Alors, évidemment, ça renvoie à une autre question. Concrètement, qu'est-ce qui rend libre ? Alors, pour Amartya Sen, ce sont essentiellement trois choses. Évidemment, élément incontournable, le revenu. À partir du moment où on accepte les règles d'une économie de marché, difficile d'être libre dans une société où on n'a pas de revenu. Donc, être libre, c'est déjà avoir un niveau de revenu suffisant. Mais c'est aussi être en bonne santé, espérer pouvoir vivre suffisamment longtemps en bonne santé. C'est aussi enfin avoir un bon niveau d'instruction et de savoir. Être capable de choisir, c'est d'abord être instruit. Alors ces trois indicateurs, on va les retrouver à travers l'IDH, donc c'est Amartya Sen qui le propose et qui est repris ensuite par le Programme des Nations Unies pour le développement à partir de 1990. L'IDH apparaît comme une synthèse de ces trois dimensions. Plus précisément, l'IDH est une synthèse des indices de ces trois dimensions. Trois dimensions qu'on rappelle, revenu, santé, instruction. Donc pour chacune de ces dimensions, on va utiliser un critère exprimé en indice. Le premier sera l'indice du PIB par habitant, exprimé en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en considérant que $1 permet d'acquérir la même quantité de biens ou de services dans n'importe quel pays. Deuxième indice, celui de l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire le nombre d'années en moyenne qu'un individu peut espérer vivre compte tenu de son année de naissance. Troisième indice, qui va prendre en compte à la fois la durée de scolarisation des adultes, c'est-à-dire ceux de plus de 25 ans, et la durée attendue de scolarisation des enfants en âge donc d'aller à l'école. Alors prenons un exemple.
à propos de la Chine, donc pour l'année 2010. Donc les données de la Chine nous sont données dans ce premier tableau, donc des données qu'on va comparer avec les données maximales et minimales observées à travers le monde. Et on va appliquer un calcul pour chaque dimension. On va calculer donc un indice qui sera égal au rapport entre la différence de la valeur observée et de la valeur minimale et de la valeur maximale et de la valeur minimale. Alors, calculons l'IDH de la Chine. Donc, l'indice dimensionnel de l'espérance de vie, si on applique le calcul, est de 0,847. Celui de la durée moyenne de scolarisation des adultes, de 0,568. Celui de la durée moyenne attendue de scolarisation des enfants est de 0,553. Donc deux indices qui, alors pas un petit tour de passe-passe, donc il n'est pas important ici de connaître les modalités, donc permettent d'obtenir l'indice d'éducation, donc de 0,589. Dernier indice dimensionnel, celui du PIB par habitant, donc on utilise ici les logarithmes afin de tenir compte du fait que l'utilité marginale du revenu, de l'accroissement du revenu en fait est décroissante, mais peu importe. Donc on fait ce qu'on appelle ici la moyenne, alors la moyenne particulière, la moyenne géométrique de ces trois indicateurs, et on obtient l'IDH de la Chine, donc pour l'année 2010, qui était de 0,663. Donc une première chose à observer ici, c'est que l'IDH est forcément compris entre 0 et 1. Plus il s'approche de 1, plus il est élevé, et inversement. Donc ça nous permet conventionnellement de classer les pays entre eux en fonction de leur niveau d'IDH et de constater ici que finalement l'IDH de la Chine la classe parmi les pays moyennement développés. Donc ce qui suppose que la Chine peut encore largement se développer du point de vue de son IDH. Alors l'intérêt de l'IDH, c'est qu'il permet d'introduire, on le voit, une approche qualitative du bien-être qui ne repose pas uniquement sur une approche monétaire, contrairement au PIB, qui est, je vous le rappelle, reposé uniquement sur l'accroissement des revenus. Donc pas uniquement ne signifie pas du tout. Le PIB reste présent dans le calcul de l'indice dimensionnel de revenus, donc à travers le calcul du PIB par habitant. Alors, que peut-on montrer grâce à l'IDH? Alors pour répondre à cette question, on va comparer le classement des pays en fonction de leur PIB par habitant avec le classement des pays en fonction de leur IDH. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un pays comme le Luxembourg, pour l'année 2013, est bien disposé d'un revenu ou d'un PIB par habitant de 90 333 $, ce qui le plaçait deuxième au niveau mondial. Or, ce même pays n'est que 21e sur le plan de l'IDH. Inversement, un pays comme l'Australie est 13e sur le plan du PIB par habitant, mais deuxième sur le plan de l'IDH. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un PIB par habitant élevé est une condition à la fois nécessaire et insuffisante à un niveau élevé de développement humain. Alors nécessaire, on a constaté dans le classement précédent que les pays du top 25 en IDH le sont aussi pour le PIB par habitant. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer avoir un IDH élevé si on n'a pas atteint un certain niveau de revenu. On comprend, un certain niveau de revenu est indispensable pour pouvoir consommer, pour pouvoir accéder aux biens et services élémentaires. Les revenus également sont une condition pour pouvoir alimenter les finances publiques, construire des écoles, des hôpitaux, etc. Mais insuffisante. Les pays du top 25 en termes de PIB par habitant ne le sont pas forcément pour l'IDH. Donc un revenu élevé ne suffit pas à garantir un IDH élevé. Il faut bien savoir que être riche ne permet pas de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait de ces richesses. Si un pays est en moyenne très riche, mais que les richesses sont accaparées par une minorité par exemple, ça signifie qu'on n'est pas forcément heureux dans ce pays. J'en profite donc pour souligner le rôle central des institutions formelles et informelles, notion sur laquelle on reviendra, dans la mesure du développement des pays. Des institutions doivent permettre de faire en sorte que les richesses accumulées soient réparties d'une manière qui soit perçue comme juste de la part des populations. Alors néanmoins,
l'IDH n'est pas un indicateur parfait. On peut reprocher à l'IDH un certain nombre de choses qu'on pouvait déjà reprocher au PIB. Par exemple, l'IDH ne prend pas en compte directement, en tout cas, l'écart, les inégalités entre les hommes et les femmes. Il ne tient pas compte non plus directement, en tout cas, de la contrainte écologique, la pollution, nos fameuses externalités négatives. Donc il existe, c'est pour cette raison en fait, qu'il existe une multitude d'autres indicateurs de bien-être qu'on va retrouver dans 3 grandes catégories. Alors, dans les indicateurs socio-économiques, on a évidemment l'IDH, mais on a aussi un nouvel indicateur dont on parle de plus en plus, qui s'appelle l'indicateur de santé sociale, l'ISS, donc imaginé dans les années 80, et dont on commence véritablement à parler depuis les années 90. Donc l'ISS, contrairement à l'IDH, il intègre plus de dimensions, il en intègre en réalité 14. Donc vous avez ici la liste. Et ces dimensions sont appliquées ensuite en fonction de l'âge des individus. Selon qu'on est enfant, adolescent, adulte, etc., eh bien, les critères utilisés ne seront pas les mêmes. Ce qui fait que l'ISS est bien plus précis, finalement, sur le plan des dimensions et des critères utilisés que l'IDH. Donc l'INSEE, depuis quelques années, calcule un ISS par région. Donc c'est un indice sur 100. Hein. L'intérêt de l'ISS, ici on le voit, à l'instar de l'IDH, c'est qu'il permet de montrer que la corrélation entre ISS et PIB, PIB par habitant, eh bien, n'est pas parfaite. On peut avoir un niveau élevé de PIB par habitant, c'est le cas par exemple de la région ici, Île-de-France, et un ISS finalement qui ne soit pas si élevé que ça comparativement aux autres régions. Alors deuxième catégorie d'indicateurs, des indicateurs dont on parle de plus en plus, ce sont des indicateurs écologiques, dans lesquels on va retrouver ce qu'on appelle le PIB vert. Alors qui n'est pas à proprement parler d'un indicateur écologique, mais qui reprend en fait le calcul du PIB et qui lui soustrait un certain nombre d'atteintes environnementales. Plus important peut-être, comme indicateur écologique, l'empreinte écologique. Donc un indicateur qui a été imaginé dans les années 90 et qui est égal à la somme de 2 surfaces. La surface nécessaire à la production des biens et services consommés, plus la surface nécessaire à l'absorption des déchets et nuisances liées à la production et à la consommation de ces biens et services. Voilà. L'empreinte écologique, c'est une surface. En gros, pour un pays, par exemple, ou même pour un habitant, eh bien, on peut calculer quelle est la surface nécessaire à exploiter pour répondre à ses besoins. Le principal intérêt de cette empreinte écologique est qu'il permet d'établir des statistiques qui parlent au public, qui sont immédiatement compréhensibles. Ainsi, par exemple, à partir des données du Fonds mondial pour la nature, on voit que en 2010, eh bien, il faut, en gros, pour maintenir notre niveau ou nos modes de vie actuels, il faudrait une planète et demie. Et on voit que depuis les années 70, en réalité, eh bien, il faut désormais plus d'une planète pour maintenir chaque année notre mode de vie et notre mode de consommation actuel. Dernière catégorie d'indicateurs de bien-être, ce sont les indicateurs de soutenabilité qui sont peut-être les plus importants pour ce qui nous concerne. La soutenabilité qui est une notion au programme et qui renvoie à une approche dynamique du bien-être. C'est-à-dire qu'on tient compte dans la notion de soutenabilité du bien-être d'aujourd'hui, mais aussi du bien-être des générations futures. C'est donc une notion proche de celle de durabilité au sens du rapport Brundtland qu'on étudie en classe, à propos de la notion de développement durable. En gros, on peut dire que développement durable est synonyme à la notion de développement soutenable. Donc dans cette catégorie d'indicateurs, on va en retrouver principalement 2, l'épargne nette ajustée et la richesse totale. Donc ce sont 2 indicateurs qui sont extrêmement intéressants à étudier, qui sont calculés par la Banque mondiale notamment. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie à des recherches complémentaires sur ces 2 indicateurs, on pourra en discuter en classe.